Le problème, c'est que beaucoup de projets sont organisés par, date et le Kantar, par exemple, l'enregistreur audio, heu, si on l'a éteint et qu'on le rallume et qu'il y a eu un passage par minuit, nous demande en tout premier lieu de confirmer si on démarre une nouvelle journée ou pas. Alors, bon, imaginons qu'on tourne, pendant le couvre-feu, eh bien, on démarre la journée à 22 heures et puis à 23h50, on s'arrête pour 20 minutes. On éteint la machine, on va manger, on rallume et le Kantar, il voit qu'on a changé de jour. Mais c'est le même jour de tournage et donc dans ce cas-là, le projet va être classé dans le jour où on a commencé le tournage, c'est-à-dire, si on a commencé, hier à 22 heures, bah, c'était le 25, heu et et on ne va pas passer au 26, on va pas créer un projet qui s'appellerait le 26 octobre. On va rester le 25 octobre, mais il y aura une partie du tournage qui aura été réalisée avant 23h59 et une autre partie qui sera réalisée après. Et on comme on le sait au niveau du montage, on va l'organiser comme ça. Mmh mh. Voilà, mais ça embrouille un petit peu. Je voudrais pas que ce soit compliqué pour vous parce que les 2 notions que j'essaye de faire passer, c'est un, le timecode, c'est un moyen absolu, donc c'est-à-dire, de synchroniser beaucoup de choses en même temps. Le clap, c'est un moyen relatif et il faut absolument que les gens filment, le même clap au même moment pour qu'on puisse les synchroniser. Hem, le timecode est devenu, quelque chose de tout à fait courant et on a l'habitude de traiter ça. Il y a une petite complication malgré tout, c'est que, dans certaines régions du monde, on ne tourne pas à la même vitesse. C'est-à-dire qu'il y en a qui tournent à 24 images par seconde, il y en a qui tournent à 25 images par seconde, il y en a qui tournent à 30 images par seconde et avec les formats numériques, parfois, on a des décimales. Heu, En France, en Belgique, en Allemagne, c'est 24-25. Alors pourquoi 24 images? Bah, pour ne pas qu'on voit que c'est saccadé, en prise de vue pellicule, il fallait être au moins à 18 images par seconde. On a trouvé que 24 images par seconde, c'était pas mal. Alors la différence entre 24 et 25, c'est que 25 images, c'est un multiple de 50 et que la vidéo analogique, elle se basait sur la fréquence du secteur électrique qui est de 50 Hertz et donc la vidéo se synchronisait par rapport à 50 périodes par seconde et c'était pratique de faire correspondre, une image à 2 pulsations, du réseau électrique. 24 images, 25 images, c'est 4 en fait de variation de vitesse. Ces 4 permettent, si on tourne à 24 images plutôt que 25 en pellicule, de faire 4 d'économie en frais de pellicule, de développement, de laboratoire. C'était pas négligeable. Donc certaines, productions continuaient à tourner à 24 images, alors que, le film était diffusé en 25 à la télévision. Alors ça donnait lieu à un problème, c'est que 4 c'est aussi un demi-ton, si je me souviens bien. Donc les voix masculines d'un film, par exemple Philippe Noiret, tourné en 24 images, était diffusé à la télé et il avait un demi-ton de plus. De sa voix très chaude et très profonde, elle montait un peu, heu, vers l'aigu et la la durée du film était réduite aussi d'environ 4 quand il passait à la télévision par rapport au cinéma. Hem Bon, mais donc la problématique du choix d'images et des nécessités technologiques, aux États-Unis notamment avec le format qu'on appelle NTSC, heu, c ces nécessités technologiques, techniques ont fait que, ça peut être parfois assez compliqué de time-coder tous les appareils. Je prends l'exemple d'un film qu'on a tourné, au Brésil qui s'appelle Going to Brazil. Vous pourrez trouver une bande annonce quelque part sur internet. Donc j'ai travaillé 2 mois sur ce film à Rio et en Amazonie. À un moment donné dans le film, il y a une comédienne
qui filme avec son smartphone et qui montre l'image à la caméra. Alors la caméra, elle tournait en 24 images par seconde, mais la fréquence d'un écran vidéo ou d'un smartphone ou d'une caméra numérique n'est pas forcément du 24 images ni du 25 images. Heu et donc si on filme un écran, on peut avoir une saccade et là aussi, heu, on a du mal à faire correspondre les images d'un support à l'autre. Bon, toujours est-il que, depuis quelques années, on a mis au point des outils informatiques qui permettent de convertir, changer, les échantillonnages et cetera et d'adapter. Avant, ça coûtait super cher parce que quand ça se faisait dans le monde analogique, les machines coûtaient vraiment extrêmement cher. Maintenant, ça peut se faire. Alors, pour ceux parmi vous, celles parmi vous qui auraient envie de tourner avec un smartphone, d'enregistrer le son avec un zoom ou avec un smartphone aussi, ou de faire des trucs à deux trois smartphones. Parce qu'il faut admettre que le cinéma doit se réinventer en permanence et qu'il existe des nouveaux outils qui permettent de faire des films. La caméra que j'ai là, elle coûtait une fortune, enfin genre, 100 000 €. Enfin, c'était des caméras qui coûtaient 100 000 €, une caméra 35 millimètres, heu coûtait vraiment cher. Je veux dire 100 000 €, c'était le prix de la Penelope Delta. C'est une Aton numérique, donc j'exagère un peu, mais ça coûtait franchement autour de 30 ou 40 000 €, donc vraiment cher. Et puis il fallait mettre de la pellicule qui coûtait très cher, le développement de la pellicule coûtait cher et cetera. Maintenant, il existe des moyens qui permettent de faire des films dont tout le monde peut disposer et c'est vrai que d'un point de vue créatif, c'est vraiment intéressant. Maintenant, l'ergonomie de ces nouveaux équipements, heu, n'est pas aussi bonne que celle de ce qu'on appelle la caméra le chat sur l'épaule. Donc si je prends ma caméra Aton, voilà, là, j'ai le viseur, je vois, l'image. Bon, il y a pas d'objectif. J'ai une poignée en bois qui me permet de tenir la caméra. La caméra repose sur mon épaule, et c'est très stable. J'ai un point de vue qui correspond à peu près à l'axe de prise de vue. Je peux régler aussi d'ailleurs et puis, je peux ouvrir l'autre œil et voir ce qui se passe. Bref, l'ergonomie de ces caméras, n'a rien à voir avec le fait de filmer avec son avec son smartphone, où là vous avez, hem, la nécessité de regarder, heu, le, l'écran, mais vous voyez en même temps tout ce qu'il y a autour. Vous pouvez pas fermer un œil, par exemple. Ça change beaucoup de choses au niveau des perceptions. Par exemple, quand vous avez un œil ouvert, vous voyez l'horizon. Si vous fermez l'œil, vous voyez l'image que vous faites dans le viseur. Hem, Vous voyez évidemment, au même instant, c'est-à-dire que la représentation actuelle, des images, dans le viseur n'est pas faite en temps réel. Il y a un léger retard, donc vous n'êtes pas connecté sur la réalité. Bref, et puis l'ergonomie fait que vous devez tenir ce truc devant vous ou même parfois avec des poignets, ce qui vous rend, visuellement un peu agressif, par rapport aux personnages qui sont devant le dispositif de prise de vue. Donc ça, c'est l'ergonomie, disons, en ce qui concerne la relation entre l'homme et l'instrument. Mais il y a aussi, la synchronisation, c'est-à-dire comment vous faites pour synchroniser vos 3 caméras et vos 2 zooms, qui sont dans un lieu. Par exemple, vous captez un événement, vous êtes proches les uns des autres, vous êtes focalisés sur le même événement, mais vous n'avez pas d'entrée timecode sur les smartphones. Vous ne pouvez pas utiliser donc les petites horloges et tous ces machins-là qui sont faits pour du matériel professionnel. Alors, il existe un moyen, c'est-à-dire que, depuis peu, on peut resynchroniser toute une série de supports
au moyen du son, en fait, au moyen du son témoin. C'est-à-dire que si tous vos smartphones ont un micro et captent l'événement sonore sur lesquels vous êtes connectés en commun, il y a un logiciel qui s'appelle Plural Eyes, c'est-à-dire, je vais écrire là, comme ça vous avez voilà. Donc ça, c'est le nom du logiciel Plural Eyes. Heu, Vous entrez dans ce logiciel, de la matière qui a été captée par plusieurs, dispositifs, 3 smartphones et 2 zooms et hem, au moyen du son témoin, c'est-à-dire qu'il faut que chaque appareil, caméra ou enregistreur, ait capté des événements sonores communs, heu, avec le micro incorporé, ou avec le micro de la perche si vous utilisez une perche sur un des zooms, ou avec le micro émetteur si vous utilisez des micro-émetteurs, qui sont connectés à un appareil photofilmeur, un Sony ou n'importe quoi. Eh bien, si vous avez un son témoin donc, qui est commun à tous les dispositifs, à tous les supports de capture, Pluralize va se baser sur l'alignement des formes d'ondes de façon à tout verrouiller ensemble et va générer sur les différents supports un timecode commun, que vous allez déterminer et va vous faire la synchronisation, en fait, automatiquement sans qu'il ait été nécessaire de faire soit des claps, soit d'utiliser des timecodes. Ça, c'est la méthode, la plus récente. Elle fonctionne bien. Pluralize est un logiciel, bon, qui doit être payant, mais comme on parle de enfin, si on fait un film, c'est normal qu'il y ait quelques frais. Maintenant, vous pouvez, je pense à l'IAD, disposer de licences. Enfin, ça, il faut voir. Il y a des versions d'essai aussi. En tout cas, ce procédé Pluralize permet de se passer définitivement de timecode et de clap. Donc voilà, on a c'est des questions que je pose à l'examen. En fait, il faut que vous puissiez je vais répondre à la question de Geoffrey tout de suite. Il faut que vous puissiez, m'expliquer un peu quelles sont les spécificités des 3 systèmes de synchronisation dont je viens de parler. Pour rappel, le clap est une information relative, le timecode est une relation, comment? Un moyen de synchronisation absolu et le système basé sur le son témoin est un procédé, qui permet, de détecter des éléments en commun de plusieurs supports d'enregistrement et de capture images et son, de façon à resynchroniser et là, on est de nouveau dans un système, relatif, puisqu'il faut forcément que tout le monde ait eu des choses en commun pour que ça puisse se synchroniser. C'est-à-dire, bah, il y a une musique qui joue, bah, le pluralize va recaler les sons des les différents sons témoins par rapport à la pulsation musicale. Alors, qu'apporte ce logiciel par rapport à la synchronisation sur des logiciels de montage classiques? En fait, le logiciel Pluralize permet de faire l'opération préliminaire au montage, c'est-à-dire qu'avant de monter, il faut synchroniser et les logiciels de synchronisation, en général, vont chercher le timecode qui est sur le support son et le support image et alignent, les fichiers images et son, heu, sur la timeline. C'est ça c'est le système, automatisé basé sur le timecode. Si la synchronisation est faite sur un clap, il faut que, le monteur charge l'image, charge le son, heu, aligne l'instant où le clap se ferme avec le bruit du clac et à ce moment-là, qu'il associe ces 2 clips à un moment précis dans la timeline et le Pluralize permet, bah, de faire la même chose que la synchronisation timecode, c'est-à-dire qu'avant de rentrer les fichiers dans le logiciel de montage, on associe le même timecode à tous les éléments, qui ont couru au même instant,
sur les différents appareils de capture images et son. Est-ce que, Geoffrey, j'ai répondu à la question? Heu, c'est-à-dire qu'il va exactement, donc c'est-à-dire qu'il va réencoder le fichier vidéo en remplaçant le son témoin par celui capté par le ou les micros. En fait, le, heu, le système Pluralize va permettre d'associer un timecode aux fichiers audio et vidéo, et la synchronisation du son, mais ça tu le fais, je vois qu'il y a des liens qui permettront de voir, de quoi on parle. Donc la synchronisation du son, mais ça on va le faire, par rapport à au son de bonne qualité. C'est-à-dire que le son témoin n'est pas, un son en principe exploitable, au niveau du produit fini. C'est-à-dire que si vous filmez avec 3 smartphones, heu, il faudrait un gars avec un zoom, et un bon micro qui capte le son, utile, le son définitif. Ce son définitif va être mis après en regard des différentes images qui ont été captées par les caméras qui avaient un bête micro incorporé au smartphone. Est-ce que j'ai bien répondu, Geoffrey? Voilà. Donc, alors, heu, alors oui, effectivement, pour ceux qui mettent des liens, donc Wassim et Matteo, hem, je pense que le chat va disparaître dans la mesure où on n'a pas, enregistré la session. Et donc, heu, on s'organisera pour la prochaine fois, de façon à ce que je puisse enregistrer, parce que j'ai fait un test hier d'enregistrement et ça marchait. Donc, mais j'étais tout seul. Hem, on s'organisera la fois prochaine, je vous donnerai une heure de rendez-vous, légèrement décalée par rapport à l'allumage de mon ordi, de façon à ce que, on puisse enregistrer. Hem, alors je parle de smartphone. Et Anna, Gunzik, tu parles aussi de cinéma professionnel. Hem, c'est une bonne question. En fait, c'est quoi un professionnel? Un professionnel, c'est quelqu'un qui retire un profit de son activité et gagne de l'argent, si on peut dire. Heu, alors, l je ne pense pas qu'il y ait de cinéma professionnel, enfin, comment? Dans l'absolu, heu, le il y a certains films dont le but n'est pas de gagner de l'argent, et il y a aussi, des films qui sont faits dans l'urgence, où le financement n'existe pas. Le film que je vous ai montré, Na Weiwei, qui était nommé aux Oscars, heu, n'était pas financé, enfin n'était pas il était largement sous-financé au moment où on l'a tourné, et c'est la diffusion du film, qui a permis, aux différents intervenants d'être rémunérés a posteriori. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un cinéma professionnel et un cinéma amateur. Enfin, dans les 2 cas, il y a du cinéma, c'est ça que je veux dire. C'est peut-être une réponse à la Godard, mais, hem à un moment donné, des professionnels ont tourné avec des caméras Super 8, ont tourné avec des appareils vidéo qui étaient, des appareils vidéo qui n'étaient pas vraiment faits pour faire de l'image diffusée sur un écran de 9 mètres de base. Hem, à un moment donné aussi, avec les groupes Medvedkin, par exemple, dans les années 70, 60, 70, heu, des professionnels donnaient du matériel à des amateurs ou à des femmes battues ou à des ouvriers en grève, heu et leur expliquaient comment utiliser le matériel pour qu'ils puissent, heu et c'était les meilleurs, ils étaient concernés et c'était les meilleurs témoins de leur réalité. Donc intéressez-vous peut-être à ça. Les À un moment donné, le matériel coûtait super cher. C'est-à-dire que si on n'avait pas,
40 000 € pour s'acheter une caméra et genre, 200 € par boîte de 10 minutes, pour la pellicule, on n'avait pas vraiment accès au mode d'expression qui s'appelle le cinéma. Hem Et certaines personnes, comme moi par exemple, le tout premier film que j'ai fait en 77-78, c'était un film en Super 8 qui a eu des prix de créativité, de meilleure photographie et cetera. C'était un film de fiction. Hem, je n'avais pas accès aux caméras comme celle qui est derrière moi, et c'était trop difficile à utiliser et ça coûtait beaucoup trop cher. Donc, depuis peu, vous avez la possibilité d'utiliser des smartphones ou des appareils photo-filmeurs comme le 5D ou comme, le Lumix ou comme un Sony Alpha je ne sais pas combien, il y en a plusieurs. Hem, on a la possibilité de faire des belles images, ou de capturer des images sans, se ruiner parce que vous êtes quand même fort nombreux à disposer d'un smartphone qui a la possibilité d'enregistrer des fichiers vidéo. Et donc, le le smartphone en cinéma documentaire peut être utilisé au même titre qu'un 5D ou qu'un appareil photo-filmeur. Hem, maintenant, la problématique du cinéma, en ce qui me concerne, elle est à la fois sonore et visuelle. C'est-à-dire que, heu, le les moyens pour faire du bon son sont toujours, et on l'a vu la fois dernière, relativement onéreux si on veut pouvoir travailler, dans des endroits où il y a du vent, où on est secoué, où il fait humide, je pense qu'il est nécessaire de travailler avec de bons instruments en ce qui concerne la prise de son. En ce qui concerne la prise de vue, je pense que les instruments sont vraiment bien. Là, j'ai pour l'instant, j'attends le nouveau, j'ai un iPhone, 12 qui, non, c'est 12? Je sais plus. Enfin, il y a 3 objectifs. Il y a un grand angle, il y a un télé, bon, grand angle et télé sont pas géniaux, mais enfin le il est possible de filmer, il y a de la stabilisation, de faire des choses vraiment de bonne qualité. 11, oui, c'est le 12 qui va arriver dans 3 4 jours, la semaine prochaine. Hem, le le fait qu'on voilà, le fait qu'on filme avec un smartphone n'a rien d'amateur ni de dégradant. En fait, pour moi, s'il y a quelque chose qui se passe devant l'objectif, quel que soit l'objectif, il faut le capter, l'émotion va passer à travers. Heu, les instruments du cinéma ont été extrêmement rustiques à certaines époques, mais les documents, sont des documents. Le cinéma n'a pas arrêté de documenter, même dans la fiction. Je veux dire que, vous avez un film à la noix ou avec une intrigue stupide et des acteurs mièvres, vous voyez, des villes des années 40-50, vous voyez des voitures des années 40-50, vous êtes dans une mentalité d'une époque qui est, comment dire? Capturée par le cinéma, hem et disons que, quel que soit le qu'on soit en Technicolor ou en Super 8, je pense que s'il y a quelque chose d'intéressant, beh, ça passe à travers le dispositif technique. J'ai répondu longtemps à Anna, mais je pense que, c'est important de parler de ça, et vous verrez aussi dans la conférence, dont je vais vous envoyer le lien à la Cinémathèque française que, j'insiste sur, la nécessité de raconter quelque chose en fait, de mettre du contenu. Hem, par exemple, bon, je sais qu'il y a dans l'auditoire là, enfin pour le moment virtuel, des gens qui font du multimédia, et j'ai assisté à la naissance de la section multimédia à l'IAD. J'ai, été présent à la plupart des projections de films et de travaux de fin d'année, et il y a un travail vraiment intéressant qui se fait avec les procédés qui sont utilisés par la section multimédia. Mais souvent, il y a un problème de, bon, qu'est-ce qu'on va raconter? Finalement, quel est l'enjeu? Je vais dire à la fois politique,
sémantique. Qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce que enfin voilà, est-ce qu'on a quelque chose à dire? Je sais que, heu, on peut se positionner en tant qu'exécutant et pour ma part, j'ai servi, je vous ai dit 1 700 films publicitaires, mais je n'ai jamais été pendant ces 1 700 films publicitaires sollicité, par rapport à mon avis et par rapport à la manière dont je pensais qu'il faudrait faire les choses le mieux possible. En fait, il fallait que je m'adapte et parfois c'était un marchand de saucissons qui expliquait au chef-op césarisé, comment sa lumière devait être faite. Donc, je veux dire que, il y a un problème de contenu et ici on parle de technique, donc les techniciens peuvent effectivement se cantonner derrière, le fait d'utiliser parfaitement bien, des moyens, des techniques et cetera, pour raconter des histoires que d'autres ont écrites. Mais voilà, il y a un moment donné cette problématique-là qui se pose. Bon là, je pense que, le professionnalisme, il ne faut pas du tout oublier où il se situe, c'est dans le fait de gagner de l'argent avec son activité. Et là aussi, il y a des enjeux, par exemple, très récemment, il y a un groupe sur Facebook d'ingénieurs du son belges qui, a mis sur le tapis: «Tiens, est-ce qu'on ne rediscuterait pas un petit peu de nos tarifs et de nos salaires?» et je leur ai dit: «Avec plaisir, si vous voulez, j'ai gardé toutes mes factures depuis, 1984, je pense, quand j'étais indépendant. En 1990, je facturais 12 500 francs belges, c'est-à-dire environ, 400 €, pour travailler une journée sur une émission qui existe toujours, qui s'appelle l'émission Contact à la RTBF et récemment, ils payaient 380 € pour la même chose, en fait, 30 ans plus tard. Ça veut dire que, beh, j'étais vachement bien payé il y a 30 ans par rapport à maintenant. Hem et là, il y a une valorisation du travail, qui doit se faire et c'est pas facile dans un esprit de compétition et de difficulté et de crise comme on nous le raconte, heu, de se démarquer et d'avoir des exigences quand tout le monde est prêt à faire un peu n'importe quoi à n'importe quel prix ou, aime tellement bien, le travail qu'il fait que, il est prêt à le faire, à bas prix. Donc là, il y a, une éthique, professionnelle, donc là on revient au mot, heu, qu'il faut maintenir et pour laquelle on doit être solidaire, voilà. Mais ça, on s'éloigne un petit peu du sujet qui est la synchronisation de l'image et du son, mais finalement pas du tout. C'est-à-dire dans certains cas sur un plateau, on commence à discuter avec l'assistant caméra qui a normalement le même barème que celui du chef opérateur du son ou du perchman. On commence à discuter de ça aussi parce que le métier, c'est ça aussi. Donc voilà, alors le procédé son témoin est un procédé système relatif. Il est relatif par rapport à une chose en commun, c'est-à-dire, relatif, c'est par rapport à, heu, alors c'est relatif par rapport au fait que chaque caméra, chaque smartphone, chaque, enregistreur de son ait capté l'ambiance sonore commune. Imaginons qu'il y a un concert de je ne sais pas quoi, de jazz, voilà, à la ferme du Biérot et vous décidez d'aller capter, l'événement avec vos téléphones parce que c'est je sais pas moi, c'est votre pote qui joue et il y a un ingé son qui va vous donner le son, de la table de mixage que vous allez enregistrer sur un zoom, que vous laissez sur un coin de la table de mixage en vérifiant qu'il enregistre bien et que tout est bien réglé et puis vous êtes à trois quatre à graviter autour de l'événement avec des smartphones, eh bien, dans ce cas-là, les smartphones vont chacun capter la chose à laquelle que l'on relate, c'est-à-dire la musique et cette musique sera la même sur chaque téléphone et correspondra chaque fois à l'instant filmé, heu, à l'image et donc, c'est relatif, pourquoi? Parce que, c'est commun, en fait. Donc, c'est commun et c'est commun à quelque chose qui se passe à un moment précis.
Alors, la différence entre relatif et absolu, c'est que absolu, c'est l'heure qu'il est, la date d'aujourd'hui sont des moments qui ne se représenteront pas 2 fois et qui sont relativement universels, pour autant qu'on soit dans le même fuseau horaire et donc on peut être à des kilomètres de distance et filmer des choses tout à fait différentes. Heu, Par exemple, je sais pas moi, un avion qui passe, chaque fois à 10 kilomètres de distance et on en fait un plan qui dure, qui s'étale sur 100 kilomètres avec 10 smartphones. J'imagine un truc ou une migration de d'oies sauvages, c'est plus intéressant, voilà et donc vous vous relayez et là vous ce le son à ces endroits si différents les uns des autres ne sera pas commun et donc il vous faudra forcément un moyen de vous synchroniser basé sur le timecode et non pas sur des claps ou sur un son témoin. Est-ce que Petko, j'ai répondu à ta question? Voilà, OK. Bon, il reste, on va pas faire jusqu'à 10:30 puisque normalement il y a une pause. Est-ce que dans les minutes qui suivent, disons jusqu'à 10:15, vous pourriez, puisque c'est un procédé de visioconférence qui est assez pratique, heu déverrouiller le micro et poser des questions si vous en avez à poser. Comme ça, on fait éventuellement, en fonction de ce que vous avez suivi, un petit débriefing du cours, heu, sous forme dialoguée. Moi, j'avais une question. Voilà. Le timecode, vous avez parlé d'une synchronisation à l'aide d'une boîte qui permet de li définir une heure et une date précise, oui, qui ne se Oui, répétera jamais 2 fois. oui. Du coup, est-ce que le son qui ira avec, est-ce que comme dans l'exemple que vous avez pris avec les 2 avions qui ont 10 kilomètres de distance, est-ce que le son, du coup, il devra être enregistré en post-production? Est-ce qu'il Non, devrait être rajouté après au-dessus? non, 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 en fait, le timecode n'occupe pas d'espace audio. C'est-à-dire que si tu as la possibilité d'enregistrer une image et 2 pistes son, le timecode ne se trouve pas sur une piste son. Il se trouve, hem, imbriqué dans, l'entête du fichier WAV ou par exemple, si c'est de l'audio, il est, incorporé aux informations, de l'entête du fichier numérique. Ça te parle? Non. Non? Non, pas vraiment. Alors, hem, non, le timecode permet, de synchroniser plusieurs images et plusieurs sons. Les images, elles filment ce qu'elles veulent et les sons, ils enregistrent ce qu'ils veulent. Hem, Si par exemple, on veut filmer un avion, je sais pas moi, c'est un prototype d'avion, hein, et on met un enregistreur, audio et en fait, il y aura toujours à côté d'une caméra, dans mon exemple, un enregistreur de son aussi. C'est-à-dire que, idéalement, on doit capter l'événement qui correspond à ce qu'on filme. Est-ce que ça t'éclaircit un peu la chose? OK, donc le la sur ce quoi on va se baser, c'est, l'heure et la date à laquelle l'enregistrement a été pris pour, classer et organiser notre, Oui, c'est ça. notre OK, d'accord. Oui. D'accord, merci. En fait, les éléments sonores et visuels vont aller se caler sur la timeline de ton programme de montage et par après, tu pourras, fluidifier, resserrer, mais il faudra à un moment donné, heu heu, organiser, d'une manière chronologique, en fait, les éléments sonores et la chronologie, dans certains cas, peut être, heu, simultanée. C'est-à-dire qu'on a capté au même endroit avec 2 caméras et au même endroit, avec 2 enregistreurs de son. Dans ce cas-là, ben, ça va se caler, à la même place sur la timeline. Voilà. Alors, on avait, Anna Maillard qui avait une question pour le devoir. Oui, en fait, je me demandais alors déjà première question, est-ce que le devoir on le rend du coup sur le Classroom Oui, et c'est est-ce ça. qu'on peut le rendre plus tôt?
Ah, vous pouvez le rendre plus tôt, il y a déjà deux trois personnes qui les ont rendus. Heu, donc c'est une page, hein, en fait, une page dactylographiée, il y a la moitié, c'est le jour, il y a la moitié, c'est la nuit. D'accord, Alors, donc c'est qu'une page? Parce qu'en fait, moi, j'en ai fait 2, c'est pour ça. mais c'est pas grave. OK, bon, Heu, très bien. non, ça, c'est pas grave. Il y a i je vais pas faire de commentaires individuels là maintenant, mais j'en ai lu et c'est vraiment intéressant. En même temps, le but, je vous l'avais dit, c'est de vous confronter à la difficulté de mettre des mots sur des sensations et de trouver un vocabulaire. D'ailleurs, je vais aussi vous envoyer un fichier, une compilation que j'ai faite de la manière dont on nomme la plupart des les sons, les cris des différents animaux. Heu et vous verrez qu'il y a parfois plusieurs mots pour le même animal. Alors c'est une compilation qui est loin d'être complète, mais il y a quand même, une belle série d'oiseaux et de mammifères et cetera. Hem, c'est d'ailleurs, cette nuit, je me suis levé vers 3 heures du matin pour écouter le silence, heu, parce qu'il y a le couvre-feu et c'est génial. Alors j'ai écrit que, je sais plus quoi, que le silence de la nuit, heu, était brillait de 1000 couvre-feux, voilà. Le silence de la nuit brille de 1000 couvre-feux. Heu, C'était mon sentiment, dans cette nuit silencieuse, hem, où on entend effectivement des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui sont, masqués par la rumeur du trafic. Bon, moi j'habite loin de l'autoroute, mais justement, la nuit, on l'entend mieux que le jour. Voilà. Alors, donc l'idée, c'est vous pouvez remettre le travail, plus tôt, ça c'est sûr, comme ça c'est fait dans votre tête. Je réagirai, ça va me prendre un certain temps, mais je réagirai, à mon avis individuellement. Je suis pas certain que je vais mettre des points, ça je verrai bien, mais c'est pas l'enjeu en fait. L'enjeu c'est vraiment d'initier un processus d'auto-apprentissage, de découverte et d'intérêt pour l'univers sonore et la manière dont vous allez rédiger, me donnera des indices sur, le potentiel que vous avez et si je vois, certaines personnes qui ont un potentiel vraiment, heu, pas très important, à ce moment-là, peut-être qu'on engagera un dialogue, où on multipliera l'expérience par 2. Voilà. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, depuis le couvre-feu, le jour et la nuit ne se ressemblent plus, en tout cas, la nuit ne ressemble plus aux nuits précédentes. On est en train de vivre dans un moment où, les choses sont particulières. Bah, moi, je suis en quarantaine parce que mon épouse est positive et elle est confinée dans un coin de la maison et moi dans un autre. Elle devait tourner un film et on a fait un test donc je me retrouve avec la peur en étant une personne, à risque, avec la peur de contracter le virus. Et en même temps, ça donne, dans mon cas, une certaine, attitude particulière et philosophique par rapport aux instants vécus les uns après les autres et ça me dérange pas du tout de me lever la nuit pour contempler le silence. C'est contradictoire un peu, mais c'est comme ça. Voilà et donc je vous encourage à faire ce devoir, sérieusement. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, c'est bon, merci. OK, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on était nombreux. Moi, j'ai 2 questions. Oui. Il y en a une que je viens d'écrire, en fait, du coup, je me demandais si, pour le devoir, on pouvait, parler de 2 lieux différents. Parce que vous parlez du fait que c'est intéressant, ce silence lié au couvre-feu. Et donc je me demandais si on pouvait parler d'un lieu public, par exemple, le jour et de ce qu'on entend depuis chez nous pour la nuit, ou bien vous En préférez qu'on parle du même lieu, en fait, tu mets le doigt sur quelque chose. Idéalement, c'était le même lieu, de jour et Mmh. de nuit, mais on peut plus. Heu, Mmh. bah, si, vous pouvez y aller à 22 heures, mais c'est la fin de la journée où il y a quand même peut-être, une agitation donc heu,
Si le lieu n'est pas chez vous confortable, auquel vous pouvez accéder de jour et de nuit sans vous faire attraper, euh, ben, faites-le dans le même lieu. Maintenant, si tu penses à deux lieux différents, c'est comme si tu faisais deux travaux différents, mais alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Précise que c'est fait pendant la période de couvre-feu, enfin Ouais. toi ou les autres, et essaye d'aller dans la description de ce que c'est la nuit par rapport au jour, Ok. sachant que tu es dans deux lieux différents. Mais c'est vraiment important de se poser la question de, tiens, mais comment est-ce que je pourrais caractériser la nuit dans, à la radio, par exemple? Ok. Quand il n'y a pas l'image, quand on doit exprimer ce qui se passe la nuit, mais qu'on n'a pas la possibilité de montrer les différents éléments sonores. Ok, ça va. Merci. Voilà. Et j'ai une autre question. À un moment, donc, vous avez parlé de moyens d'enregistrer du son. Et le troisième moyen dont vous avez parlé, c'était le procédé à densité variable. Et un autre procédé aussi dont vous avez parlé. Élongation variable, À quoi, pardon? élongation variable. Ok, ben j'ai pas trop compris ces deux systèmes. Alors, donc, ce sont deux procédés de son optique, c'est-à-dire que c'est les procédés qui étaient utilisés au début du cinéma parlant. Euh, et ces deux procédés écrivaient le son sur de la pellicule. Alors, il y avait deux systèmes d'enregistrement différents, élongation et densité, mais le système de lecture était identique. Le système de lecture, c'est il y a une lumière qui passe à travers une pellicule et à travers une fente, et de l'autre côté de la fente, il y a une cellule photoélectrique. La cellule photoélectrique est reliée à un amplificateur et à des haut-parleurs. En fonction de la quantité de lumière qui passe, le son va être plus ou moins fort, plus ou moins faible. Alors, on a deux procédés. Il y en a un, on passe du noir au blanc en passant par toute une série de gammes de gris. C'est le procédé à densité variable. Dans ce cas-là, la pellicule est plus ou moins obscure, opaque ou transparente, avec beaucoup de gradations, de nuances. Euh, Deuxième procédé, au lieu de, d'utiliser de la pellicule avec beaucoup de gammes de gris, beaucoup de nuances de gris, on va utiliser de la pellicule à très fort contraste. C'est soit du noir, soit du blanc. Si on expose, ça devient blanc. Si on n'expose pas, c'est noir. Mais dans ce cas-là, au moment de l'écriture du son, on fait passer de la lumière à travers une fente vers la pellicule, mais cette fente est plus ou moins refermée par deux volets qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction de l'intensité sonore et de la fréquence. Alors ça vibre très grand si c'est fort et ça vibre très petit si c'est faible. Et comme ça passe à travers une fente, je ne sais pas si tu vois la caméra, donc l'image passe à travers une fente Oui, je vois. et il y a deux volets qui obscurcissent cette fente, plus ou moins, en vibrant. Et ça fait en fait un faisceau blanc qui ressemble à ce qu'on voit quand on utilise un programme de montage son. On voit la forme de l'onde sonore. C'est un Mhm. espèce de truc qui fait ça. Tu le vois? Oui, je vois. Donc ça, Donc, c'est dans le le procédé élongation d'élongation variable. variable, voilà. Et Mais quand on fait passer ça dans le projecteur de film, beh, ça fait varier la quantité de lumière aussi, de la même façon que la pellicule. Mais ça marche un peu mieux. et du coup, ça ressemble un peu au deuxième procédé dont vous avez parlé, celui de la caméra optique avec qui avait aussi une fente. Mais les deux systèmes sont réalisés avec une caméra optique. Ah, ok, Il y en a une d'accord. où il y a un rideau qui bouge et il y en a une autre où c'est la lumière qui pulse. Ok. Dans le cas de l'élongation variable, ce qui est pratique, c'est qu'on peut utiliser une lumière fixe. Hein. La variation de quantité de lumière, elle se fait grâce aux deux volets. Euh, c'est le procédé qui a été le plus longtemps utilisé. Mais les deux sont compatibles, c'est-à-dire qu'on peut
on peut mettre de la pellicule qui a été enregistrée en densité variable ou en élongation variable dans un projecteur identique, ça marchera aussi bien. C'est-à-dire la lecture des deux procédés peut être faite avec le même appareil. Mais l'écriture, non. Ce sont deux caméras optiques différentes. Ok, merci beaucoup. Voilà. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Oui. En fait, je voulais savoir pour le devoir qu'on doit rendre, on doit faire un listing des sons, genre point par point, ou on doit quand même faire un texte assez construit? Il ne faut pas faire un texte très construit. L'idée, c'est d'écrire les éléments sonores les uns après les autres. Mais si tu dis, par exemple, si c'est une liste, tu dis voiture, moto, vélo, piéton, jogger, c'est pas bien. C'est-à-dire que, par exemple, euh, j'entends une voiture diesel qui passe dans une flaque d'eau ou euh, une voiture passe avec un crissement de courroie ou je sais pas moi, une voiture avec le pot d'échappement percé ou heu, si on parle de voiture. Mais donc ou alors j'entends des oiseaux, mais là, il faut commencer à décrire un peu si tu ne les reconnais pas. Il faut décrire le son qu'ils produisent, c'est-à-dire que, hem, en utilisant éventuellement des onomatopées, mais donc, mais tu n'es pas obligé d'écrire un texte littéraire, en disant: «Je me trouve», donc, heu, ambiance de jardin, par exemple, ça c'est bon pour dire: «Je me trouve dans un jardin luxuriant», hein. Ambiance de jardin, hem, heu, cri d'alarme, d'un gros oiseau ou d'un petit oiseau, heu, rumeur d'autoroute, lointaine ou passage d'un avion, tu comprends? Oui, oui, je comprends. Voilà. Nickel, Alors, merci. d'autres personnes, ceux qui veulent peuvent quitter à partir de maintenant, hein. Mais si d'autres ont des questions à poser, je reste là jusqu'à 30. Voilà, donc si vous partez, vous êtes plus là et J'avais une dernière question. oui, voilà. Euh, pour rejoindre ce que disait Manon, est-ce que du coup, suite à la description du son qu'on veut, qu'on entend, est-ce qu'on écrit l'émotion que cela nous provoque par la suite, ou on reste sur cette description du paysage sonore En fait, général? l'émotion peut être, comment dire? Documentaire ou anecdotique, mais ça ne doit pas être heu, le 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 sujet principal. C'est-à-dire que, heu, l'idée, c'est de mettre des mots sur des sensations. Les émotions viennent après, effectivement, mais c'est vrai que si ça t'inspire de la tristesse ou de la joie, heu, ou si ça réveille ton intérêt ou si ça te donne faim, par exemple, ou heu, ou si tu peux l'indiquer, c'est intéressant. Ça donnera une échelle de sensibilité. D'accord, merci. Oui, Merci, c'est bon. voilà. Alors donc là, je vais vous envoyer les trucs que je vous ai promis, c'est-à-dire la conférence de la Cinémathèque et puis le chat. Je ne pense pas qu'on puisse. Ah, est-ce qu'on. Non, on ne peut pas l'enregistrer. C'est pas très performant. Voilà, donc bah, il reste 4 minutes. Là, s'il y en a qui ont encore des questions euh, ou des commentaires. Oui, bonjour monsieur. J'avais une question parce que
J'ai mon internet a coupé au moment où vous parliez du clap Oui. et je voulais vous demander si vous pouviez juste rapidement répéter l'ordre des événements entre guillemets, au moment où on fait le clap, avant une prise. Alors, donc, quand le plateau est prêt, euh, le réalisateur demande le moteur. Donc, parfois, il dit moteur. Alors, l'assistant réalisateur euh, communique sur le plateau et aussi à l'extérieur du plateau avec un walkie-talkie. En général, il dit à ce moment-là, dans le walkie-talkie sur le plateau, moteur demandé. Alors, euh, le son euh, lance l'enregistrement et puis il dit annonce ou il dit ça tourne ou il dit tourne au son. À ce moment-là, le clapman qui est devant la caméra, et il faut que le clap soit filmé, qu'il soit net, qu'il soit bien cadré dans l'image. Donc, je veux dire, il faut qu'on voit la claquette, sinon ça ne marche pas, hein. Donc, il faut qu'il soit cadré le plus possible dans l'image. À ce moment-là, quand le preneur de son dit ça tourne ou tourne au son ou annonce, la personne qui tient le clap dit le numéro de la séquence, le numéro du plan, le numéro de la prise. Donc 99 sur 1, troisième. Et puis, une fois qu'il a fini cette annonce, l'assistant caméra démarre la caméra et le caméraman ou l'assistant dit speed. Et à ce moment-là, le clapman ferme le clap et sort de l'image, ne fait pas 50 mètres en courant, mais sort de l'image discrètement. Et après ça, il y a un silence et on dit action. Voilà, je crois que j'ai mieux décrit que tout à l'heure. Mais est-ce que ça va? Oui, voilà. Euh, alors, le clap est fait en général par le troisième assistant caméra ou un assistant machinot. Il y a quelqu'un qui est désigné pour faire le clap, en fait, dont c'est le boulot, quoi. Enfin, un des boulots. Euh, oui. Et un clap time codé, c'est pratique parce que il y a une redondance de l'information. Donc là, on voit l'heure défiler dans l'image en même temps que la date. Enfin là, je n'ai pas initialisé la date. Mais après, ce clap, ça coûte assez cher, c'est fragile. Il faut changer les batteries. Donc, souvent, on utilise un bed clap en bois. Maintenant, en reportage, on peut faire aussi le clap avec les mains. Ou alors, dans certains cas, c'est assez barbare, mais on fait le clap sur le micro, comme ça. Et donc, on voit à l'image qu'il y a un incident et on entend POC. Et donc, au montage, on peut synchroniser. Mais je vous dis, ça n'est valable que quand on enregistre sur des supports différents, l'image et le son. Si on utilise une caméra qui enregistre à la fois l'image et le son, ben, à la fois le timecode n'est pas indispensable en ce qui concerne la synchronisation de l'image et du son de cette caméra-là. Mais si on a plusieurs caméras, ben, forcément oui. Euh, et voilà, c'est tout. Est-ce que ça va? Oui. Moi, j'ai une question. Oui. Tout à l'heure, vous aviez parlé de ce qu'il fallait savoir pour l'examen et j'ai pas écouté. Enfin, j'ai pas noté. Alors, il faut pouvoir décrire les trois systèmes. Le système relatif avec le clap qui permet de synchroniser facilement une caméra et un enregistreur. Mais si on doit synchroniser plusieurs enregistreurs, plusieurs caméras, la problématique, c'est qu'il faut un système qui soit absolu, c'est-à-dire comme celui de cette horloge mère, qui donne la même heure et la même date à tous les instruments de capture image et son. Et sinon, si on n'a ni l'un ni l'autre, ni le clap, ni le timecode, on peut travailler avec un son témoin qui sera un système relatif aussi dans la mesure où il faut que ce son témoin comporte des éléments communs à tous les enregistreurs et à toutes les caméras, de façon à ce que le logiciel qui est par exemple Plural Ice
puisse resynchroniser tous les fichiers. Ça, c'est important. Après, il y a d'autres trucs qui feront partie de l'interrogatoire final. Euh, bah, il faudra pouvoir situer les procédés d'enregistrement sonore à travers l'histoire du son au cinéma, mais là, vous allez avoir une conférence à visionner dans laquelle tout est très bien expliqué, très bien illustré avec des extraits de films et avec des photos et des illustrations. Alors, au prochain cours, on va supposer que vous aurez vu le film et on va commencer par des questions-réponses à propos du film. Je pense que le format de visioconférence dans lequel nous sommes permet beaucoup plus d'échanges que le grand auditoire et donc je ne devrais pas être le seul à parler en fait, dans ce cas-ci. Hem et on pourrait être beaucoup plus interactif. Mais donc je vous dis, je découvre le procédé. S'il n'avait pas été imposé, j'aurais quand même dû rester chez moi à cause de la quarantaine. J'en ai jusqu'au 31. Heu, mais là, on en a jusqu'au 19 minimum, à jouer comme ça. Donc on va se retrouver et on va essayer de rendre les choses plus fluides et plus interactives, avec les limitations qui sont celles bah, du flux, qui n'est pas identique chez tout le monde et et de la nécessité d'illustrer quand même le propos. Là, je me suis rendu compte que si je veux diffuser des films pour que vous les entendiez, que vous les voyez, bah, ça dépend de votre connexion et de votre procédé de connexion, de votre ordi, enfin voilà, de toutes sortes de paramètres que je ne maîtrise pas et donc on va essayer d'optimaliser ça en fonction des limites du système. Voilà. Bon, mais voilà, c'est ça. J'avais, Samuel me dit: «Vous pourriez nous envoyer un lien avant le cours». Je vais faire ça évidemment. Ici, bah, le lien, je vais vous l'envoyer maintenant et c'est ce dont on a parlé aujourd'hui, mais il y a beaucoup plus de choses et donc vous allez pouvoir visionner le film avant le cours suivant. Donc on est dans le contrat là. Et puis, par après, il y aura encore 2 films, à visionner, mais vous aurez les liens avant les cours de façon, à ce qu'il puisse y avoir une interactivité des questions-réponses. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on peut clôturer, le la réunion, pour l'instant, si plus personne n'a quelque chose à demander. Ouais, juste rapidement, vraiment. Quand vous dites qu'il faut situer les procédés d'enregistrement sonore à travers l'histoire du cinéma, il faut connaître les dates ou c'est juste l'ordre? Non, c'est l'ordre, c'est-à-dire que, heu, je n'ai pas encore expliqué tous les procédés. C'est-à-dire là, j'ai parlé du son optique et du camion, pour l'enregistrement du son optique qui coûtait cher, qui était réservé à des grosses productions. Hem, j'ai parlé de Dziga Vertov avec son gramophone, mais, dans le film, dans la dans la conférence à la Cinémathèque française, il y a évidemment d'autres moyens qui sont décrits et au prochain cours, je vous décrirai les moyens, qui ont été utilisés à partir des années 40 jusqu'à maintenant, pour lesquels on n'a pas encore parlé. Aujourd'hui, c'était vraiment la synchronisation de l'image, du son, une réflexion, générale sur, les moyens de capturer des sons et des images et d'en faire le montage.